Le problème de Zika actuellement chez la femme enceinte et l'atteinte fétale que cela peut entraîner. Les premiers signes d'alerte ont été l'existence d'une microcéphalie découverte au moment de l'examen du nouveau-né. Le terme de microcéphalie représente une taille du périmètre crânien qui est normalement inférieure à 2 déviations standards. Il faut savoir que dans les premières alertes qui ont été faites sur la microcéphalie, la définition elle-même de microcéphalie et la limite n'étaient pas forcément très claires. Donc le nombre exact d'enfants nés avec une atteinte cérébrale liée au virus Zika n'est pas connu avec précision, d'autant plus qu'on parle surtout de cas d'enfants microcéphales avec des suspicions de Zika, mais il y a très peu de cas pour lesquels il y a une preuve virologique de l'atteinte du bébé par le virus Zika. L'autre question qui est soulevée, c'est le terme de microcéphalie en lui-même peut regrouper un ensemble d'anomalies neurologiques qui est extrêmement large. Il vaudrait mieux utiliser le terme de syndrome de Zika congénital en référence aux autres atteintes virales fétales. La taille du périmètre crânien de l'enfant dépend essentiellement du développement cérébral de l'enfant. On peut avoir un périmètre crânien petit avec un cerveau plus ou moins atteint et plus ou moins malade. Donc la taille en elle-même ne suffit pas à nous dire quel est le pronostic à moyen et à long terme neurologique de cet enfant. Le pronostic va être lié à l'atteinte par exemple cérébelleuse, à l'atteinte du corps calleux, à la taille des ventricules, aux anomalies de la giration et aux atteintes ophtalmologiques qui ont été jusque-là décrites dans l'infection par le virus Zika. Nous sommes actuellement dans une période où on commence à décrire la sémiologie anténatale de l'infection par le virus Zika et les publications qui sortent régulièrement améliorent nos connaissances et donc une caractéristique de Zika semble être l'atteinte cérébelleuse, l'atteinte du corps calleux, l'atteinte de la migration neuronale et l'atteinte ophtalmologique. Et selon le degré d'atteinte de ces différents compartiments, le pronostic de l'enfant va être donc différent. Donc il est très difficile de dire à l'heure actuelle quel va être le devenir de ces enfants à long terme, lorsqu'ils auront 6 mois, 2 ans, 10 ans, puisqu'évidemment on n'a pas encore le recul, et on ne peut qu'essayer de se rapprocher des autres pathologies neurologiques connues pour essayer d'estimer un pronostic. Donc une des difficultés auxquelles en diagnostic prénatal on peut être confronté, c'est que finalement il peut y avoir des cas qui sont malheureusement faciles à évaluer en termes de pronostic. C'est lorsqu'il y a une atteinte cérébrale majeure avec une destruction importante, on sait que le pronostic est catastrophique. Les questions beaucoup plus difficiles à laquelle il va falloir qu'on réponde, c'est quel est le devenir des enfants qui ont des atteintes cérébrales modérées ou alors qui sont même complètement asymptomatiques à l'échographie ou à l'IRM anténatal, pour lesquels on ne sait pas s'il peut y avoir quand même des troubles du développement à moyen et à long terme. Les processus qui conduisent à l'atteinte cérébrale ne sont pas connus. On a en fait des hypothèses, il y a des pistes, il y a des modèles animaux qui sont en train d'être développés pour essayer de comprendre quel est le mécanisme qui fait que le virus va induire des anomalies du développement fœtal. Il est possible que ce soit une atteinte des cellules souches neuronales qui les empêche de se multiplier, donc va empêcher la croissance fœtale et donc va entraîner la microcéphalie. Et il peut aussi y avoir des inductions de processus apoptotiques, des réactions inflammatoires fœtales qui font que le cerveau va être détruit. Donc la microcéphalie, elle peut être due de façon hypothétique à 2 choses. La première, c'est une absence du développement fœtal, peut être due à 2 choses, une absence du développement cérébral fœtal par une atteinte des cellules souches et donc une absence de réplication des cellules qui font qu'il n'y a pas de croissance, et d'autre part une destruction du cerveau qui va à un moment donné faire que la croissance cérébrale s'arrête. La première question qu'une patiente va nous poser quand elle va qu'on va lui faire le diagnostic d'une infection Zika pendant sa grossesse, c'est quel est le risque que le fœtus soit atteint. Donc il y a toujours 2 questions qui se posent, c'est alors quel est le taux de transmission de la mère à l'enfant, parce que la mère peut être infectée sans que le fœtus le soit, et à l'heure actuelle, on ne connaît pas le taux de transmission materno-fœtale. Si on se rapproche
de ce qui est, par exemple, avec le cytomégalovirus, la transmission materno-fétale est faible au premier trimestre et augmente. Et par contre, pour la rubéole, le taux de transmission est très important au premier trimestre. À l'actuel, on n'a pas la réponse sur le taux de transmission materno-fétale. La deuxième question, c'est une fois que le fœtus est infecté, quelle est la probabilité qu'il soit atteint gravement? Là encore, il n'y a pas d'études prospectives qui nous donnent la réponse. Il y a plusieurs études qui viennent d'être publiées sur des calculs mathématiques qui permettent d'estimer ce risque. Et une des études les plus peut-être les plus pertinentes et a été publiée dans le Lancet il y a peu de temps par l'équipe de Polynésie, par monsieur Cauchemez, qui montre qu'a priori le risque lorsqu'une femme est infectée au premier trimestre d'avoir un enfant avec une microcéphalie serait de l'ordre de 1%, ce qui est un risque relatif de 50 par rapport au risque de base. À l'heure actuelle, on n'a pas d'autres données plus précises et on est peut-être à des chiffres d'enfants atteints microcéphales peut-être moins importants d'après cette étude que ce que l'on craignait au début, mais là encore, c'est un sujet à beaucoup de controverses à l'heure actuelle. Une des questions que nous posent les patientes actuellement est par rapport au désir de grossesse. Alors actuellement, il est effectivement recommandé d'être vigilant par rapport aux femmes qui ont un désir de grossesse dans les zones où il y a une épidémie. Il faut absolument que la patiente ne soit pas infectée et ne soit pas piquée par les moustiques. Il y a également le problème de la transmission sexuelle, avec des cas prouvés de transmission d'homme à femme par du virus qui est présent dans le sperme. Et il a été montré que le virus peut rester assez longtemps dans le sperme. Alors, les recommandations actuelles, par exemple, lorsque l'on vit en métropole et que monsieur est allé faire un séjour dans un pays d'épidémie et qu'il revient, c'est d'abord d'avoir des rapports sexuels protégés avec sa femme si elle est enceinte jusqu'à la fin de la grossesse. Et si jamais il y a un désir de grossesse, de suspendre ce désir de grossesse pendant un délai qui, selon les recommandations, selon les équipes, peut aller de 1 à 3 mois, parce qu'il y a des cas où le virus a été retrouvé 60 jours, pendant 60 jours dans le sperme. En ce qui concerne la femme, si elle fait une infection à Zika, grosso modo, il semblerait que 8 semaines après, elle puisse à nouveau procréer sans risque. On considère actuellement que l'infection à Zika est immunisante, donc une patiente qui a eu Zika, a priori, a très peu de risque de faire une deuxième infection à Zika et d'avoir un bébé malade, et même si elle fait un deuxième Zika, la probabilité doit être extrêmement faible que le bébé soit malade. Donc de ce côté-là, on peut considérer que dans les pays où il y a une épidémie importante de Zika en ce moment, la majorité des femmes vont l'attraper. Je crois que le taux d'attaque doit être à peu près de 60 à 80%. On peut considérer que une fois qu'elles l'auront attrapé, elles seront en quelque sorte protégées pour les grossesses suivantes, ce qui ne devront pas les empêcher de faire attention aux moustiques quand même, puisqu'il y a d'autres agents infectieux qui peuvent être transmis par les moustiques. Actuellement, en métropole, en France métropolitaine ou en Europe, on est peu exposé à l'épidémie de Zika en tant que telle, mais on est surtout exposé à de nombreuses questions des femmes, soit qui ont prévu de se rendre dans un endroit d'épidémie, ou alors qui ont un mari qui est allé, et donc on a à gérer l'angoisse plus que la maladie à l'heure actuelle. Donc il convient d'être honnête avec les patientes en leur disant qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, que oui, il y a un risque qui semble assez important que le bébé ait des conséquences d'une infection Zika pendant la grossesse, que les chiffres exacts, on ne les connaît pas à l'heure actuelle, on les connaîtra peut-être dans quelques mois ou quelques années, qu'il y a, par prudence, il faut éviter de se rendre dans les lieux d'épidémie à l'heure actuelle, parce que même avec les meilleures précautions contre les moustiques, on peut toujours se faire piquer par le moustique et qui est infecté. Il faut arriver à donner cette information sans pour autant tomber dans la psychose, la paranoïa et induire de l'inquiétude. Mais il faut arriver à donner une information qui soit claire et qui soit juste. Et de toute façon, mon opinion est que quand on est enceinte, il faut éviter d'aller dans les pays tropicaux. Parce qu'il n'y a pas que le Zika, il y a parce que le palu qui peut avoir des conséquences dramatiques pendant la grossesse. Donc, recommander à une patiente de ne pas aller dans un pays tropical pendant la grossesse, ça paraît une mesure de précaution de base. Et après, il faut ensuite pouvoir
prendre en charge les patientes avec les éléments qu'on a à notre connaissance actuelle. Et le plus important pour les médecins, soit gynécologues, obstétriciens, pédiatres, radiologues, tous ceux qui vont prendre en charge la maladie, c'est de se tenir au courant quasiment jour après jour, semaine après semaine, sur l'évolution des connaissances de la maladie, parce que des publications, il en ressort un grand nombre tout le temps. Il est difficile de tout lire, mais il faut arriver à connaître les grandes lignes de l'évolution des connaissances pour pouvoir prendre en charge correctement les patientes avec le bon degré de vigilance